Merci à toutes et à tous d'être présents ce matin. Je suis désolé pour ceux qui sont sur site. Je devais me déplacer, mais petit imprévu de train et du coup, je reste chez moi pour présenter, mais je présente quand même. Donc, très content de pouvoir présenter une session au Power 365 et je vais me permettre de rappeler quand même un remerciement assez particulier sur les sponsors, sans qui ces événements ne peuvent pas avoir lieu. Participant aussi côté communauté AMS sur d'autres organisations, je sais bien que sans sponsor, on n'arrive pas très loin. Donc, merci à eux de permettre que cet événement ait lieu et je suis très content de pouvoir y présenter cette session. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet et l'idée, ça va être d'aborder la thématique. On verra un petit peu les différents aspects que je vous propose de voir autour de comment mettre en place une gouvernance collaborative, définissant ce qu'on va appeler une gouvernance collaborative et de faire en sorte que ça soit au service des métiers et pas un énième outil pour perturber et ralentir la productivité. Je me présente rapidement pour celles et ceux qui me connaîtraient pas. Je suis Adrien Nessim-Sokar, je suis manager côté Office 365 chez Bell et MVP depuis maintenant 2 ans. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, j'essaye de communiquer et je communique assez régulièrement, surtout sur les événements auxquels je participe ou que j'organise. Donc, au niveau de l'agenda de cette session, 2 démos, je vous propose 2 démos et l'idée, c'est de reprendre un petit peu un point de vue très simpliste et généraliste quand même. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de gouvernance? Est-ce qu'on a vraiment besoin de gouvernance? Et ensuite, voir comment est-ce qu'on peut construire plus qu'une simple gouvernance IT technique et aller sur des scénarios métiers, de l'immersion, de l'expérience utilisateur, et comment est-ce qu'on arrive à marier tout ça sans perdre en sécurité, en gouvernance et en contrôle. Et du coup, comme je vous ai dit, 2 démos avec un petit GIF qui vous montre un petit peu l'application que je vais vous présenter autour de ça. Donc déjà, avant d'aller plus loin, repartons de certains chiffres. Cette slide, elle est vieille, mais toujours d'actualité, je trouve, parce que ça montre très rapidement la proportion de guests qu'on voit arriver, donc de personnes externes qu'on voit arriver dans Detonant, et qui sont pas juste là pour envoyer des mails, ils sont vraiment là pour faire de la collaboration à travers Teams, à travers les groupes de manière générale. Et c'est quand même assez flagrant, même si certaines organisations bloquent les accès externes pour des raisons parfois politiques, parfois d'un point de vue sécurité, pour leur business n'est pas envisageable. Il y en a quand même une grande partie, même la majeure partie, qui ont cette ouverture de la collaboration externe active et qui amène plein de questions en termes de cycle de vie de l'identité, cycle de vie des espaces et autres. Et aujourd'hui, malheureusement, si on s'arrête un petit peu sur la situation réelle sur le terrain, on a une quantité de données qui ne cesse d'augmenter, parfois même plus que simplement de la donnée, des notifications. Teams est très, très invasif en termes de notifications s'il n'est pas correctement configuré, correctement compris et qu'on n'a pas été formé à son utilisation. On peut très vite en être dégoûté, je trouve, et retourner sur du mail alors que c'était l'objectif même de Teams à son début, de réduire en partie cette volumétrie de mails qu'on reçoit au quotidien. À côté de ça, la recherche est extrêmement compliquée aujourd'hui au quotidien. On navigue entre des filers, des serveurs on-prem, du cloud, parfois du cloud en dehors de Microsoft, différents types de cloud, du Teams, des mails, des fichiers un peu perdus à droite à gauche. Et donc, ça devient très, très difficile d'être productif parce que parfois, on va passer plusieurs minutes, parfois même heures à chercher des informations, chercher de la documentation, soit parce que la recherche, l'indexation n'a pas été réfléchie d'un point de vue à l'échelle de l'organisation, soit parce que tout simplement la multitude d'outils fait que l'information est éclatée et il est très difficile de la retrouver. Et bien sûr, aujourd'hui, soyons réalistes, 90% des organisations sont encore sur une culture du mail, une culture de l'Excel, très fortement. Donc, l'expérience est quand même bien loin de ce que la plupart des sociétés comme Microsoft proposent et mettent en avant.
Donc il faut essayer de commencer à prendre ce chemin de l'expérience, on va dire un peu moderne, sans pour autant, penser qu'avec ça, on va pouvoir résoudre tous les problèmes et révolutionner, la manière de travailler. Petite information que j'ai rajoutée, ce matin dans les slides parce que c'est tombé il y a quelques jours. C'est désolé pour l'image un peu floue. C'est l'arrivée, d'ici peu d'une nouvelle, résultat de recherche, donc une nouvelle recherche dans Teams qui va très nettement, je pense, augmenter, l'intérêt et la puissance de Teams au quotidien. Parce qu'aujourd'hui, la recherche dans Teams, si on n'a pas une si on réfléchit pas avec la notion de mots-clés, on est très vite perdu. Et là, je pense que on va vraiment s'approcher d'un outil qui va réellement faciliter la vie au quotidien. Aujourd'hui, Microsoft Teams est encore un petit peu complexe d'un point de vue de la recherche, retrouver de l'information, et cette nouvelle fonctionnalité, une nouvelle manière d'accéder aux résultats de recherche est plutôt très prometteuse. Maintenant, quand on a besoin de faire de la gouvernance, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'abord de faire en sorte d'aligner un petit peu les différents métiers, d'aligner la productivité, faire en sorte qu'on ait une productivité opérationnelle, d'industrialiser tous ces types de processus qui peuvent être récurrents et qui peuvent nécessiter des opérations parfois manuelles qui n'ont strictement rien à voir avec le métier. Par exemple, quelqu'un de la qualité va devoir créer une équipe Teams, un espace de collaboration, peut-être que c'est même pas du Teams, créer des dossiers, une architecture parce qu'ils veulent respecter un certain standard, un certain framework, une certaine méthodologie de travail ou de gestion de projet. Et donc, tout ça, c'est des opérations que l'on peut industrialiser et qui vont venir servir cette notion de productivité opérationnelle. Faire en sorte que le business se concentre sur l'opérationnel et non pas sur des tâches plus d'administration. Et enfin, on veut surtout pas, quand on fait de la gouvernance, offrir des capacités sans pour autant avoir un certain contrôle, une maîtrise, la mise en place de la sécurité, s'assurer qu'il y a un cycle de vie de la donnée, qu'on ne laisse pas de la donnée à vivre ad vitam aeternam sans aucune raison. L'idée, c'est de pouvoir contrôler un petit peu la consommation qu'on va avoir à l'échelle du tenant, à l'échelle du système d'information. Et enfin, bien sûr, quand on fait de la gouvernance et en particulier sur Teams, il y a cette notion de travail en équipe. Il ne faut surtout pas freiner ce qu'apporte Teams. Si on met en place Teams mais qu'on le bloque immédiatement sans apporter de solution, sans avoir réfléchi à comment est-ce qu'on va comment est-ce qu'on va proposer le service pour les utilisateurs, pour les métiers, on va un petit peu droit dans le mur. La notion de travail en équipe est encore plus présente depuis qu'on a eu ce début de Covid qui fait que il y a eu une réelle intensification du travail à distance et donc du travail à travers du Teams, très clairement. Enfin, un point que je répète à chaque fois que je fais des conférences sur ce sujet, parce que je trouve que malheureusement peu d'organisations s'attellent à cette thématique, c'est comment est-ce qu'on gère correctement les invités et comment est-ce qu'il faut voir aussi un invité. Un guest n'est pas simplement un mail comme on avait l'habitude dans une liste de distribution ou dans une shared mailbox, de mettre un mail d'une personne externe, d'un contact externe, d'un partenaire avec qui on va travailler. Là, on a vraiment une notion d'identité, de cycle de vie de l'identité, d'accès, de révocation d'accès. Et donc tout ça, ça doit s'inscrire aussi dans la réflexion de gouvernance collaborative d'une manière générale. Quand on crée un Teams et si on a la possibilité dans son environnement, dans son organisation, de faire des Teams partagés avec des externes, avec d'autres entreprises, il faut penser à comment est-ce qu'on va gérer l'invitation de ces invités. Parce qu'un invité, ça peut être un prestataire, un fournisseur. Jusque-là, on va faire le best effort et on ne va pas forcément passer beaucoup de temps là-dessus parce que il n'y a pas un ROI, il n'y a pas d'intérêt fort pour une organisation de consacrer du temps et des ressources là-dessus. Par contre, quand on sait qu'un invité peut aussi être un client, un prospect, là, on se pose la question différemment parce que il n'existe pas sur Terre d'organisation qui ne fait pas attention à ses clients. Toute organisation qui souhaite vivre dans la durée doit penser à ses clients, doit réfléchir à quelle est l'expérience qu'elle propose pour ses clients.
Et donc, si il y a peu d'accompagnement, qu'on garde tous les mécanismes par défaut de Microsoft, ça peut être on va dire une interaction et une expérience assez pauvre et parfois même plutôt disruptive, surtout si en face, on a des personnes qui ne sont pas aussi à l'aise que nous sur l'utilisation de Teams, etc. Donc, pour répondre à ces différentes problématiques, l'idée, c'est d'articuler la solution sur 2 grands piliers. Un premier qui va être l'automatisation. Aujourd'hui, avec la Power Platform et toutes les capacités d'automatisation, que ça soit dans des workflows, dans des applications métiers, dans l'utilisation de chatbots, voire même l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle quand ça peut être nécessaire, on va pouvoir industrialiser toutes ces tâches que j'expliquais avant qui sont la plupart du temps des tâches d'administration. Et on va aussi pouvoir décharger les équipes IT qui ont clairement autre chose à faire que de faire ça et peuvent se concentrer sur des projets à plus grande valeur ajoutée. Et surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas un projet IT, c'est un projet métier. Parce que d'un point de vue IT, ce n'est ni plus ni moins que de l'automatisation. On pourrait résumer ça dans un script. Alors que d'un point de vue métier, c'est une notion de transformation. Il va falloir prendre en compte la notion de change, d'adoption, de formation et surtout de montrer le gain que va bénéficier le métier en utilisant ce type de solution. Si c'est juste lui dire, regarde, tu as Teams, tu as une équipe Teams qui est totalement une coquille vide, ça ne lui apporte pas de la valeur. Il sera perdu et en plus, il ne saura pas correctement utiliser Teams. Alors que si à côté de ça, on lui propose une équipe Teams et donc un espace de collaboration en lien très proche avec ses besoins métiers, je prenais le cas tout à l'heure de la qualité et donc de sa gestion de projet, avec des canaux déjà créés, des documents déjà présents, des planeurs déjà initiés et tout un ensemble de configurations, voire même des applications tierces connectées, on peut venir se dire que effectivement, pour un métier, ça va avoir de la valeur parce qu'il va gagner du temps, il va gagner en productivité et surtout, il va pouvoir faire en sorte que quand on est dans une organisation d'une certaine taille, voire même d'une grande taille à l'échelle mondiale, typiquement, on souhaite peut-être que les équipes opérationnelles, les sales, le marketing, voire même des équipes de R&D et autres suivent les mêmes process, pardon, et faire en sorte qu'une méthodologie soit bien appliquée. Pour qu'elle soit bien appliquée, il faut qu'il y ait des templates. Et les templates sont aussi une méthode pour atteindre cette notion de productivité opérationnelle. Maintenant, cette slide, je la mets un petit peu tout le temps, c'est surtout pour rappeler que la vision de Microsoft, on peut l'apprécier ou non, on peut la critiquer ou non, mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas revenir, c'est la vision de Microsoft autour de tout va maintenant passer dans Teams. Alors tout, non. Il va toujours rester des mails, il va toujours rester Outlook, mais d'un point de vue de la collaboration, ce qu'on appelle la collaboration, c'est pas envoyer un fichier dans un mail. Ça, ce n'est pas de la collaboration, c'est de la communication. La collaboration, c'est avoir un espace de collaboration, un petit peu comme quand on avait notre serveur de fichiers sur lequel tout le monde pouvait déposer des documents, modifier des documents et travailler dessus. Eh bien, ce sont ni plus ni moins que ces espaces de collaboration qu'on a dans Teams. Et donc, il faut faire en sorte que pour gouverner ces espaces de collaboration, qui sont ni plus ni moins que d'un point de vue technique des groupes, il faut que tout passe par Teams pour que ça soit beaucoup plus simple à adopter, beaucoup plus facile à vendre et surtout que ça ait un réel impact au quotidien pour les métiers. Il ne faut pas qu'ils aient plusieurs outils sur lesquels se connecter. Il faut tout simplement qu'ils aient un seul point d'entrée, un one-stop shop, pardon. Et donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer tout de suite sur la partie démo, vous présenter l'application que je développe depuis un certain temps et que j'essaye d'améliorer au fur et à mesure et par rapport aux différentes critiques et avis qu'on me fait. Et après, je vous présenterai une autre approche à travers un chatbot. Je vais passer sur mon écran. Normalement, vous devez voir correctement mon écran et je dois être dans Teams. Si on peut juste me confirmer que c'est bon. OK, c'est parfait. Super. Donc, l'idée, c'est de se mettre vraiment dans la tête d'un utilisateur. Il allume son ordinateur le matin. Qu'est-ce qu'il fait? Il lance Teams. Il lance pas Outlook forcément parce que tout est dans Teams. Donc, il va d'abord commencer par Teams. Les mails, ça peut toujours attendre. Et donc, en arrivant dans Teams, il va avoir ses équipes, ses différentes notifications et autres,
Mais s'il a besoin de lancer un projet, on va l'empêcher de créer nativement une équipe Teams parce qu'on va vouloir qu'il y ait certaines règles, certains contrôles dessus. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on ne bloque jamais sans proposer une solution, sans proposer un chemin à côté. Si on bloque et qu'on ne propose rien, c'est simplement du shadow IT qu'on est en train de créer. Donc, l'idée, c'est d'avoir une application qu'on va appeler l'application Home en l'occurrence, et qui permet d'épingler différents types d'onglets. Ici, on est ni plus ni moins sur un site SharePoint Corporate et on va pouvoir utiliser également les différentes fonctionnalités qui sont en train d'arriver de plus en plus avec Viva Connection et avec la nouvelle manière d'utiliser Teams et SharePoint ensemble. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant les news de l'organisation aujourd'hui, c'est on a un nouveau projet à démarrer assez rapidement. On a besoin d'ajouter 4-5 personnes dedans et s'assurer que on va respecter le process de gestion de projet défini par l'entreprise et qui comporte un ensemble de canaux, un ensemble de fichiers, des onglets déjà créés. Et j'ai pas envie de passer mon temps là-dessus, même si je sais le faire et potentiellement je sais peut-être pas tout faire. Donc, je vais pouvoir utiliser une application intégrée dans Teams. L'idée étant toujours, en gardant cette slide de Frodon dans la tête, c'est de ne jamais avoir à sortir de Teams pour venir créer des équipes Teams, surtout quand on a bloqué cette fonctionnalité par défaut. Je m'explique, c'est quand même très perturbant d'aller dans un outil et de devoir utiliser un autre outil, même ne serait-ce qu'un navigateur, un lien Internet, pour aller créer une équipe Teams dans Teams. Soit on est dans Teams, soit on n'est pas dans Teams. Il faut que ça soit noir ou blanc à ce niveau-là. Donc ici, cette application, je vais pouvoir parcourir mes différentes équipes que je dispose et les rejoindre. Mais surtout, je vais pouvoir créer une équipe Teams ou créer même un site SharePoint ou une communauté Yammer. L'idée étant de pouvoir créer à travers ce type d'application tout ce qui repose sur un groupe. Là, aujourd'hui, on se concentre sur Teams, mais les SharePoint peuvent aussi reposer sur des groupes. Les nouveaux Yammer reposent sur des groupes. Stream repose sur du groupe. Beaucoup de choses reposent sur les groupes. Donc ici, je vais pouvoir aussi arriver dans un catalogue, le fameux catalogue qui me propose les différents modèles métiers qui me sont à ma disposition. Et donc ici, je vais pouvoir voir que j'ai un template standard avec différentes configurations présentes dedans. Je vais pouvoir le sélectionner et démarrer de ce point de départ. Ce qui est bien, c'est que l'IT a bien fait son travail et du coup, je n'ai pas à m'embêter, à me poser la question quelle est la convention de nommage, comment je dois appeler mon Teams, etc. Tout ça est automatiquement géré pour moi par rapport au modèle que j'ai choisi, qui est associé potentiellement à un département, à une région, etc. Ici, on va pouvoir faire Power 365 Démo 2021 à distance. Et je vais pouvoir aussi ajouter certaines conditions, certaines règles qui font qu'on ne crée pas une équipe Teams sans mettre une description, par exemple. Si on crée une équipe Teams avec un label de sensitivité, donc la notion de la classification de type confidentiel, eh bien, on empêche l'utilisateur de pouvoir ajouter une description parce que c'est bien de mettre confidentiel ou secret, mais la description est toujours visible par défaut. Donc, on va l'empêcher l'utilisateur de pouvoir faire ça et lui empêcher définir automatiquement la visibilité, etc., etc. Et donc là, l'un des points aussi très importants, c'est la notion de cycle de vie. Je la mets ici et je reviendrai par-dessus juste après. Ici, je vais aussi pouvoir ajouter mes différents membres. Alors jusque-là, rien d'extravagant par rapport à ce qu'on fait nativement. L'idée étant juste qu'on va pouvoir avoir un seul et unique écran pour voir et lire l'intégralité des informations avant de soumettre et d'envoyer cette requête. Donc ici, on va pouvoir ajouter Adèle, que nous connaissons tous, ainsi que Megan, sa grande copine, avec qui on travaille souvent. Et on va pouvoir lancer. C'est fait, j'ai le temps d'aller prendre un café et le temps de ce café, la création de cette équipe Teams va se faire naturellement. Donc, pendant que ça se crée et que les premières notifications vont arriver, l'idée, c'est quand même que là, ça nous a pris 3 minutes montre en main, le temps de faire les 2-3 clics. On va grossir le trait, on va doubler le temps en se disant qu'on découvre l'application, on va lire les templates. En gros, en 10 minutes, j'ai créé un template, j'ai créé une équipe Teams associée à un template qui respecte les bonnes pratiques de l'organisation. J'ai pas eu besoin d'aller chercher dans une documentation cachée dans un site que je ne connais pas ou que je ne suis jamais allé voir comment est-ce que doit être créée une équipe Teams, quel est le nom qu'elle doit porter, quels sont les dossiers qui doivent être créés, quelles sont les applications qui doivent être connectées, tout ça parce que j'ai un besoin très précis à faire. Là, ça m'est servi sur un plateau et je le consomme directement.
ce qui est bien, c'est que ça met un petit peu de temps, donc j'ai prévu le coup, j'avais créé une petite équipe ici et les notifications ne devraient pas tarder, on va voir ça ensemble. L'idée, c'est qu'une fois que l'équipe Teams est créée, qu'est-ce qui se passe? On reçoit automatiquement des notifications pour prévenir l'utilisateur de toute cette partie de création. Je trouve ça très important d'accentuer très fortement la notion de communication. Il faut expliquer aux utilisateurs, je pense, et d'expérience, ce qu'il se passe, à quel moment. Il ne faut pas trop en faire, mais c'est bien de leur expliquer que les onglets ont été ajoutés, la configuration est terminée, et avec un message riche, on va pouvoir leur pousser de l'information et les diriger vers tel ou tel lien, les envoyer vers, par exemple, de la formation en dehors de Teams, ou peut-être que ça pouvait être dans Teams. On peut les rediriger vers l'aide interne de Teams. Il faut savoir que Teams dispose d'une aide qui est quand même déjà très riche de base. Et enfin, on va aussi pouvoir potentiellement venir collecter de l'information à travers du Forms. Et donc, on lie les deux, on va lier le Forms à travers l'usage de Teams et pouvoir toucher directement cette population qui a créé une équipe Teams. Et donc, on va peut-être lui dire, que penses-tu de l'application? Est-ce que ça marche bien? Et se nourrir de ces feedbacks pour faire évoluer la solution par rapport aux vrais besoins qui bougent au quotidien. Ici, on voit que donc l'équipe Teams est en cours de création. On voit que le nom technique vient de se mettre et ensuite un nom plus propre va s'appliquer. Les wikis vont être retirés parce que n'oubliez pas que les wikis, c'est un petit peu une verrue, je trouve, depuis des années côté Teams parce qu'il n'est pas possible de faire de la recherche dedans. Peut-être que ça va évoluer dans un meilleur sens dans les mois et les années à venir, mais pour l'instant, le wiki est en l'état non searchable, ce qui fait que c'est très compliqué de se dire qu'on met de l'information dedans si on n'est pas en capacité de la trouver. Peut-être que la nouvelle fonction de recherche viendra répondre à ce problème. Honnêtement, je demande à voir. Ici, donc le wiki va être enlevé automatiquement et ça, c'est un choix qu'on peut faire. On peut venir configurer cette équipe et l'adapter au plus près du besoin. On voit que ça prend un petit peu de temps, donc je vais retourner sur mes quelques slides et quand on reviendra, on va voir les différentes notifications qui se seront déroulées. On voit ici, ça s'est démarré à 10h44, un petit peu de 3 minutes avant, donc on va compter peut-être 5 à 10 minutes maximum pour créer cette équipe type dans sa globalité. Donc, je vais repasser sur mes slides. Hop. Normalement, vous devez voir mes slides correctement. Yes, c'est bon de votre côté? Parfait, merci beaucoup. Et donc l'idée maintenant, c'est, bon, on a vu l'utilisation d'une application, donc qui peut aussi fonctionner sur mobile. Il ne faut pas oublier, je vous invite fortement pour toutes celles et ceux qui ont les accès à ce type d'informations dans votre organisation, regardez la consommation faite sur le type de device, c'est très important et vous serez parfois bluffé de découvrir qu'il y a de plus en plus une grande population qui consomme du Teams en mobile et donc il ne faut pas l'oublier dans votre réflexion. Comment dire, le monde où on se disait oui, l'UX c'est pour plus tard, le mobile c'est pour plus tard, le responsive c'est pour plus tard, malheureusement ce n'est plus possible parce qu'une partie de votre population et parfois même des VIP ne travaillent quasiment que en mobile. Donc il faut aussi leur proposer des solutions parce que si vous proposez des solutions uniquement à une partie de la population, ça ne va pas marcher. Il faut être très inclusif dans ce type de solution parce que ça doit pouvoir servir l'intégralité de la population de l'organisation. Ce que j'ai essayé de faire sur ce mind map, qui n'est qu'un brouillon permanent, c'est de mettre sur papier toutes les idées et toutes les pistes de réflexion quand on aborde le sujet de la gouvernance Microsoft Teams. Et donc, n'hésitez pas à le prendre, à vous en servir, à le partager et même à me faire des retours dessus si vous jugez que certaines branches ne sont pas pertinentes ou qu'il manquerait des informations. Je suis toujours très curieux et cette slide que vous voyez là est le fruit de pas mal d'échanges avec beaucoup de monde pour avoir toutes les différentes points de vue réunis ensemble. Et enfin, la solution que je vous ai présentée autour de Power Apps s'articule avec du Power Apps, du Power Automate et l'utilisation de SharePoint et de Teams directement. D'un point de vue licence,
il n'est nécessaire de disposer que d'une licence Power Automate per user plan. Maintenant, en fonction de la taille de votre organisation, en fonction de la volumétrie que vous voulez injecter dans ce type de solution, il peut être nécessaire de passer à un plan par workflow et non pas par utilisateur, mais on reste toujours sur une licence qui doit normalement couvrir l'intégralité de vos besoins. Si après vous rentrez sur des notions très avancées de consommation assez fortes, ça peut être intéressant de changer d'approche et de se dire que c'est peut-être pas le low-code Power Platform qui va répondre à ce besoin, mais plutôt le low-code côté Azure directement, avec un modèle de licensing qui est différent. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. Juste avant de repasser là-dessus, je vais... Non, il y a ça d'abord, excusez. Donc, la prochaine étape, j'en ai parlé brièvement l'été dernier, mais là, ça devient un petit peu plus concret. La prochaine étape, ça sera de pouvoir partager cette solution en début 2022, si tout va bien. La partager sous la forme d'un projet open source. C'est encore en cours de préparation, mais je vise début 2022 pour le partager. Donc, pour toutes celles et ceux qui seraient intéressés d'utiliser cette solution, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, sur LinkedIn. Je suis très intéressé d'avoir certains volontaires sur une phase un peu pilote fin d'année, début d'année. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer à la communauté cette solution, mais aussi pouvoir la faire évoluer avec d'autres et ne pas être tout seul dans son coin. Et ça m'amène aussi à vous partager l'annonce qu'a fait Louise Fries côté MVP il y a quelques jours maintenant, et qui elle aussi a sorti une solution de ce type. L'approche est un petit peu différente, mais l'objectif est plus ou moins le même. Et l'utilisation des outils, enfin du moins d'un point de vue technique, est aussi un petit peu différente. Donc ça peut être intéressant de comparer une approche plutôt proche de Azure et de Logic Apps, alors que la solution que moi je souhaite présenter et partager est plutôt proche de la Power Platform et de tout ce qu'on va pouvoir tirer de la Power Platform en restant natif. Je vais repasser sur la démo pour vous montrer la dernière petite partie. Je t'avoue, Patrick, je suis plus du tout l'heure, donc n'hésite pas à me dire ou me faire un warning. J'en ai plus pour trop longtemps de toute façon. Présenter une approche un peu plus autour du chatbot et de ce qu'on peut tirer d'un chatbot dans Teams. Comment ? Il reste 20 minutes. Eh ben, c'est parfait, comme ça permettra de répondre à des questions. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées, et donc n'hésitez pas à les poser, ça me permettra d'y répondre et de prendre le temps là-dessus. Je repasse sur la démo, donc normalement vous devez voir mon écran, et donc vous voyez que ce n'était pas un effet démo, ça a juste pris un petit peu plus de temps que le tenant et les serveurs se réveillent chez Microsoft. Et donc, on voit que l'équipe Teams a été totalement créée. Mais ce qu'on voit, si on prend le temps rapidement, c'est que quand même, il y a eu différentes notifications pour prévenir le propriétaire de tout ce qui a été fait. Et si on regarde dans le détail, je vous invite fortement à utiliser cette petite fonctionnalité. Malheureusement, on va dire que l'interface et l'expérience utilisateur a peut-être été un peu mal réfléchie côté Microsoft. C'est un peu dur d'accès. Il faut d'abord cliquer sur cette petite icône, et ensuite on va pouvoir voir les updates et pouvoir suivre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. On voit qu'on a une application côté Azure AD. Donc cette solution s'appuie aussi, bien sûr, sur une application Azure AD pour à travers Microsoft Graph utiliser des droits et pouvoir effectuer des actions sur les services Office 365. Et ça utilise aussi un compte de service, parce que certaines actions ne sont pas faisables à travers l'application. Et donc là, c'est pareil, c'est en fonction de l'organisation et de ce qu'elle est en capacité d'accepter d'un point de vue sécurité, d'un point de vue même fonctionnement technique. On peut mettre le curseur uniquement sur un modèle par application ou un modèle en mixant des droits d'application et des droits d'un utilisateur. Un utilisateur disposera toujours d'un peu plus de droits. C'est comme ça, dans l'API Graph, il y a des actions qui aujourd'hui ne sont réalisables qu'à travers un compte utilisateur. Et enfin, on voit qu'il y a différentes actions qui ont été faites, comme par exemple l'ajout des membres. On voit que les notifications sont en adéquation avec les logs, et le dernier message qui est l'adaptive card qui vient pousser de l'information et différents liens. Et on voit aussi qu'on a des onglets et des canaux qui ont été créés. Typiquement, on a pu ajouter un site web externe. Là, en l'occurrence, c'est la dernière édition de la Modern Workplace de cette année. On a accès à une bibliothèque de documents. Donc, on peut très bien envisager d'avoir une bibliothèque de documents centralisée et accessible en fonction d'un modèle métier défini.
Et on va pouvoir même avoir différents fichiers déjà positionnés, déjà mis en avant, parfois même déjà positionnés et déposés dans l'équipe Teams. On peut aussi gérer des canaux privés. Donc, on a vraiment une liberté assez forte autour de ce qu'on peut construire et ce que l'on peut configurer pour un template d'une équipe Teams. On va même beaucoup plus loin, je trouve, que ce que propose nativement Microsoft. C'est déjà un très bon début, mais ça atteint vite ses limites. C'est bien pour démarrer, c'est bien pour découvrir, mais une fois que vous avez les métiers qui vous demandent des besoins bien spécifiques, malheureusement, la fonctionnalité de Microsoft reste quand même plutôt généraliste et très peu customisable. Donc, la dernière approche, c'est une approche plutôt chatbot. On peut aussi se dire que plutôt que de passer par une application un petit peu old school, hein, un formulaire, des boutons, il faut sélectionner des choses. Moi, j'ai pas le temps, je suis tout le temps en déplacement. J'aimerais bien que ça soit un chatbot qui me fasse ça automatiquement. Eh bien, l'idée, c'est qu'on va pouvoir ajouter un chatbot. Donc, je vous invite, et j'ai vu que j'ai pas mis le lien dans les slides, je le rajouterai après, à tester le chatbot qui est construit par des personnes chez Microsoft et qui est totalement gratuit, qui s'appelle Timon. Donc aka.ms, je vous mets ça dans le chat, aka.ms/Timon, et vous aurez toutes les informations relatives dessus. Vous pourrez télécharger, installer des versions coréennes, des versions anglaises, françaises. Et mettre la vidéo que tu as fait avec. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ouais, bien sûr. On a fait une session dernièrement avec Nayoung côté Microsoft. Ça vous présentera l'approche. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va pouvoir essayer de dire, voir un peu qu'est-ce qu'il peut nous proposer. Mais ce qu'il peut nous proposer, c'est déjà, on va pouvoir avoir des informations autour de Teams, comment fonctionne Teams. Donc moi, je voudrais savoir comment créer une réunion. Parce que je ne sais pas créer des réunions dans Teams. Et donc là, le bot va pouvoir automatiquement utiliser des bases de connaissances, donc du contenu qui lui aura été injecté par un humain, et pouvoir le servir à grande échelle sans avoir à solliciter justement un humain. Mais on peut aussi se dire que l'information va pas être pertinente, ou alors on a besoin d'aller plus loin. Donc, on aimerait bien quand même parler à des gens, à des gens, oui, à des vrais gens et à des experts. Et donc, on va pouvoir, avec un petit workflow qui est accroché à ce chatbot, pouvoir faire en sorte que on va pouvoir poser une question directement à des gens qui sont dédiés sur ce type de sujet ou une thématique en particulier. Et donc, oui, je vais envoyer une question à des experts internes. Oui. Et donc, je vais d'abord décrire un petit peu, j'ai besoin d'informations sur le nouveau modèle de licence de Power Platform. Parce qu'il y a une belle promo, c'est un petit peu le Black Friday, mais permanent, qui va diviser le prix des licences en grosso modo de 50%. Je vous invite fortement à suivre ça de près. C'est en cours sur le mois d'octobre. Et ça va commencer à être fortement communiqué, je pense, sur les réseaux. Et on va faire besoin d'infos. Et donc là, le chatbot, il va déjà prendre ma question et l'envoyer automatiquement à des experts en interne. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une autre équipe Teams dans laquelle, en théorie, je n'appartiens pas en tant qu'utilisateur, cette question aura été posée automatiquement. Les gens vont pouvoir, les experts en l'occurrence, et expertes, pardon, vont pouvoir venir discuter et interagir directement avec cet utilisateur, mais aussi pouvoir chatter entre eux autour de tiens, Megan, tu prends le sujet, et avant de se rapprocher de cet utilisateur qui demande une information. C'est un usage assez particulier. Très souvent, les entreprises ont mis en place des outils de ticketing internes assez lourds, plutôt pour gérer du support. Mais là, quand on parle de l'expertise, quand on parle de ce type de besoin, ça peut être intéressant d'être en dehors justement de ces grosses usines que sont les outils de ticketing et pouvoir avoir une expérience un peu plus intégré nativement dans Teams sans avoir à sortir de Teams. Vous voyez ici, j'ai pas eu à lancer un énième outil, ouvrir mon navigateur, espérer que tout le SSO soit bien en place pour pouvoir utiliser un outil métier, un outil maison. Donc j'ai cette possibilité-là, mais j'ai aussi la possibilité, je veux une équipe Teams. Je veux créer une équipe Teams. Et donc là, il est en train de m'expliquer, voilà, à partir de quoi? Moi, à partir d'un modèle. Mais jusque-là, non, c'est pas ça que je veux.
on va voir. Peut-être que j'ai oublié de le mettre à jour, mais si j'ai oublié de le mettre à jour, c'est pas trop grave. Oui, je veux toujours un petit coup de main. Si ça passe pas, je m'arrêterai là. Ouais, ça passe pas, c'est pas grave. L'idée, c'est que on va pouvoir. Alors, j'ai un petit peu mal configuré le chatbot. Je vous prie de m'excuser sur cette démo un petit peu ratée. Mais l'idée, c'est qu'à travers le chatbot, on est aussi en capacité de lui faire le même scénario que l'application que je vous ai montré auparavant. Mais il faut d'expérience pour m'être bien cassé la tête sur ce sujet. Il faut vraiment oublier l'idée de toutes les options qu'on propose dans un formulaire classique à travers un chatbot. Un chatbot se doit d'être rapide, simple et le plus court possible. Je suis très content de parler à chatbot, mais je suis très content quand le chatbot m'a répondu et m'a trouvé une solution en deux échanges avec lui, maximum, pas plus. Et donc l'idée, c'est, si on reprend l'exemple de l'application, par exemple, ici, qui vient proposer de créer des équipes Teams basées sur un template, ajouter plein de configurations, etc., etc. L'idée, c'est, on va peut-être pas faire passer l'utilisateur sur le même chemin, et on va plutôt proposer à l'utilisateur de créer directement une équipe Teams, lui demander le nécessaire vital pour créer l'équipe Teams. C'est, tu veux créer une équipe Teams de quel template et quel est le nom de ton équipe, point barre. Et ensuite, en fonction du template qui aura été sélectionné, parce qu'on est à travers un chatbot, tout un ensemble de configurations lui sera imposé. On ne va pas lui laisser choisir la classification de la donnée. On ne va pas lui laisser choisir l'expiration, etc., etc. Même les membres et autres, tout ça, ça se fera après. C'est une manière plus rapide de créer l'équipe Teams, puisqu'on passe moins de temps, mais c'est une manière différente parce qu'on a quand même de la configuration post-création, alors qu'ici, on a quasiment l'intégralité de notre configuration qui est à portée de main et que l'on peut maîtriser avant de lancer la demande. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Je vais repasser sur les slides rapidement. Hop. Voilà, normalement, vous voyez les slides. Et la dernière, c'est la plus importante, c'est la slide où je vous dis merci beaucoup. Je vous invite fortement à renseigner ce formulaire qu'a créé l'équipe d'organisation pour avoir votre avis sur l'événement, sur nos sessions, sur la mienne, sur les autres. Et je vais commencer à regarder les questions pour pouvoir y répondre. S'il y en a qui veulent activer leur micro et poser leurs questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si c'est possible pour eux d'activer leur micro, Patrick. N'hésite pas à me dire. Je reprends un peu les questions en arrière. Et je vois qu'il y en a déjà une main levée. Alors, la possibilité de... Ouais, oui. vas-y. Merci beaucoup pour la présentation, c'est très Merci. clair. Ouais, merci pour les slides, j'ai bien aimé les slides aussi. Alors, moi, j'ai deux questions sur le chat, mais j'ai une autre question, parce qu'en fait, pour la partie gouvernance avec les apps, etc., en fait, on parle beaucoup de la phase de création. En fait, c'est très bien, on suit si c'est confidentiel, etc. Qu'est-ce qu'une équipe IT peut faire pour suivre tout le cycle de vie? Je parle, par exemple, c'est sûr qu'il y a des indicateurs, etc., mais je parle surtout du cycle de vie documentaire, en fait, et du cycle de vie des Teams, etc. Pour la suppression. Après, et aussi pour les données, vous avez parlé aussi au début que les données s'explosent, etc. Alors, les données s'explosent. Je ne sais pas s'il y en a des clients qui ont atteint la limite de quota de données. Oui, Euh, je suis, en fait, c'est quoi je la suis, solution? je suis en plein dedans. C'est mon sujet du quotidien. Je suis à Alors, 80-95%. Donc, c'est un sujet que ouais. je vis et que j'ai déjà vécu. Et c'était quoi la solution des équipes IT alors du coup, en fait, de Alors, pour moi, ça demander ne passe pas forcément que par l'IT. C'est d'une manière générale. C'est de la transformation. Ce n'est ni plus ni moins. Ce n'est plus de la technique. C'est réellement de la transformation. Il faut faire accepter à certaines populations que on met en place du cycle de vie sur de la donnée. Et quand on est dans des organisations où on a beaucoup d'utilisation de serveurs de fichiers ou qu'on vient tout juste de sortir de cette utilisation-là, la culture, le mindset associé et pas du tout le même qu'une culture autour du cloud first.
Parce qu'on a pour habitude, quand on a des serveurs de fichiers, des NAS, on a pour habitude d'y mettre toute notre vie et de ne jamais rien supprimer. Et du coup, quand on fait des migrations vers le cloud, la plupart du temps, malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'on prend l'intégralité de ce beau bazar et on le met sur SharePoint et on se dit c'est bon, le problème est résolu, je peux éteindre mes serveurs de fichiers. Donc c'est un petit peu plus complexe que ça. Là, je suis en train de vous montrer le cycle de vie, comment est-ce qu'il est géré à travers cette solution que je vous ai présentée. Donc, il vient automatiquement solliciter les propriétaires. On a choisi, donc vous avez bien vu, on a choisi dans l'interface une durée de vie et arrivé à échéance, arrivé un petit peu à échéance avant, on pousse des notifications, des approbations pour faire en sorte de demander aux propriétaires, puisqu'il faut responsabiliser les métiers. Pour moi, s'il y a bien une réponse à votre question, ou du moins un début de réponse, c'est ça doit passer par la responsabilisation des métiers et surtout la responsabilisation des propriétaires d'une équipe Teams. Avec le pouvoir de propriétaire vient la responsabilité de propriétaire. Ça doit être, pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas être amovible, cette notion-là. Croire qu'on va demander à l'IT de gérer le cycle de vie des équipes métiers pour les métiers, c'est une utopie, vraiment. Parce que l'IT est nullement en capacité de déterminer si tel ou tel site, tel ou tel dossier, tel ou tel fichier, tel ou tel Teams a vocation à être archivé, supprimé, conservé dans un lieu sûr ou doit continuer sa vie. Comme vous dites, on a des indicateurs qui nous permettent de mettre nos efforts là où il faut. Typiquement, on va mettre nos efforts sur les équipes qui n'ont pas de propriétaire, les équipes qui n'ont pas d'activité, les sites qui sont à plus de 200 gigas ou 2 téras de stockage et qui n'ont pas bougé depuis 6 mois, par exemple. Ça se voit. Mais la solution finale restera toujours de demander au métier, demander aux propriétaires, parfois même le métier c'est l'IT, hein, dans ses propres équipes, de leur demander qu'est-ce qu'on fait de ce site-là et des données qui sont associées. Et si on dit ah ben on garde, oui on garde, mais si ça fait 6 mois qu'il y a 0 activité, donc on va peut-être le mettre sur un disque dur à la banque et pas venir forcément utiliser tout le quota SharePoint, parce que SharePoint c'est très bien, c'est très beau, j'adore SharePoint. Ce n'est pas en illimité, ce n'est pas illimité chez Microsoft. Il y a un quota associé à chaque tenant en fonction du nombre de licences que l'on dispose. On peut toujours mettre la carte bancaire du patron et en rajouter, mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a une notion de limite dans ce quota. Et ça va aussi en lien avec un petit peu les notions de plus en plus à la mode, si je puis utiliser ce terme, dans les organisations, autour du Green IT, autour de réduire l'impact de la consommation de la donnée, réduire l'impact de la consommation du SI. Pour l'image de l'organisation, c'est bien aussi. Mais est-ce que la brique archivage il manque dans cette dans ce que présente Microsoft? Parce que là, Non, ça je manque. dirais pas ça. Parce que si je demande, par exemple, excuse-moi, juste, je finis juste le point. Si par exemple j'ai un espace projet, d'accord, et que je demande à l'utilisateur, que je dis, je précise, et que l'utilisateur il comprend que le Teams c'est temporaire, c'est jusqu'à la fin du projet, et lui il a besoin de garder des assets de ce projet-là, des documents de ce projet-là pour des éventuels projets. Donc on parle de l'archivage. Et du coup, si l'utilisateur accepte de supprimer des Teams, il accepte que c'est des données collaboratives, etc., où est-ce qu'il va archiver, en tout cas, les documents essentiels? Alors, à nouveau, je pense qu'il y a plein d'experts qui ont des avis différents. Donc, mon avis est toujours à ce que je vais vous répondre, est toujours à mettre à le comparer avec d'autres avis. Mais pour moi, c'est une mauvaise approche ce que vous êtes en train de faire. Pour moi, la bonne approche serait plutôt de se dire, avant de proposer la possibilité de supprimer une équipe Teams et un espace et donc des données associées à un utilisateur, il faut d'abord s'assurer qu'il comprenne bien ce qu'est la notion d'archive. C'est pour ça que ici, vous voyez dans l'adaptive carte que vous avez en face de vous, il n'y a que le renouvellement ou l'archivage. Pour moi, d'expérience, une des méthodologies que j'ai pu voir en pratique, en production et qui a plutôt bien marché, c'est l'idée que quand on veut mettre en place ça, on est en train de transformer l'organisation.
on est en train de transformer la manière la manière de travailler des gens. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué à faire dans les faits. Donc, il faut y aller étape par étape. La première étape, c'est déjà de mettre en place cette notion de cycle de vie. Ne serait-ce que juste que l'utilisateur vienne dire mon cycle de vie, j'estime qu'il est de 3 mois, de 7 jours ou de 6 mois, c'est déjà un début. L'étape suivante, c'est de faire en sorte que l'équipe Teams, on lui demande est-ce que tu veux le renouveler ou l'archiver. Il n'y a pas de notion de suppression jusque-là. Une archive ne supprime aucune donnée. Ça permet déjà de former, d'habituer l'utilisateur, les métiers, donc même nous-mêmes, à cette notion de fin de vie d'un espace Teams. Le cas que vous preniez, il a un projet, ça dure 6 mois, ça va l'habituer à ça. Et il ne perd pas de données, il n'est pas en panique s'il a cliqué sur archiver. Et ensuite, une fois qu'il est assez à l'aise, on peut envisager une notion de suppression. C'est quand même assez rare dans les organisations de ne pas avoir d'approbation ou de processus d'approbation quand on va supprimer des choses, surtout si on parle de données de production. Donc, ça peut venir s'inscrire dans un standard de l'entreprise qui va définir que chez nous, si Adrien, si n'importe qui demande une suppression d'un espace de collaboration, la validation va passer aussi avec son manager. Et si son manager valide, dans ce cas-là, on accepte que les données soient supprimées. Mais on peut aussi se dire, on accepte ça, et pour autant, l'IT, d'un point de vue sécurité de la donnée, se permettra de faire un export de ces informations et venir les stocker dans un espace d'archivage tiers, même en dehors de Microsoft. Parce que c'est bien Microsoft, mais il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc pour moi, il y a différentes approches. Oui. Je vais devoir te couper, je suis désolé de faire ça un peu à la sauvage, mais dans 1 minute, les gens doivent respirer, prendre un café, puis rejoindre l'autre session. Ah oui. Ah, donc quand on est sur site, on prend des cafés. Ah, je pensais que vous picoliez. Ok. J'espère que ça répondait à votre question. Merci.